Chapitre 3, le marché financier. Premier point, les différents marchés financiers. Le marché financier, c'est là où s'échangent les actions, les obligations et les produits dérivés. En gros, c'est la bourse. Imagine que tu as un peu d'argent et que tu veux investir pour gagner plus à long terme, tu peux acheter des actions ou des obligations sur le marché financier. Pour simplifier, on peut dire qu'il existe deux marchés. Le marché primaire, c'est le marché du neuf, là où tu achètes des titres nouveaux. Par exemple, si une entreprise lance une nouvelle action, tu l'achètes sur le marché primaire. Et le marché secondaire, lui, c'est le marché de l'occasion, où tu achètes et revends des titres déjà émis. Par exemple, si tu veux revendre la nouvelle action que tu as achetée à l'entreprise, tu vas le faire sur le marché secondaire. Alors, on peut aussi parler de marché réglementé et de marché non réglementé. Pour en citer deux, c'est parfois demandé en exercice d'ailleurs, on a Euronext Paris pour un marché réglementé et Euronext Growth pour un marché non réglementé. Point suivant, le rôle du marché financier. Le marché financier, ça sert à financer les entreprises et l'État grâce à l'épargne publique. C'est aussi un lieu d'investissement pour beaucoup de gens. Les entreprises cotées y sont évaluées en temps réel puisque le prix de leurs actions varie constamment. En clair, le marché financier, ça sert à l'entreprise qui veut grossir en proposant ses actions au public et à l'investisseur, de l'autre côté, qui veut se faire de l'argent en achetant des actions. Dans cet environnement, l'autorité des marchés financiers, c'est le gendarme de la bourse, l'AMF. L'AMF, elle surveille tout ce qui se passe et elle protège l'épargne qui est investie. Donc imagine que tu as mis de l'argent en bourse, c'est l'AMF qui va veiller à ce que ton investissement soit en sécurité. L'AMF, elle a 4 responsabilités: réglementer, autoriser, surveiller et sanctionner. Enfin, les prestataires des marchés financiers, c'est-à-dire ceux qui font le lien entre l'entreprise et l'investisseur, ce sont les banques et les entreprises d'investissement. C'est-à-dire que si tu veux acheter une action Total, par exemple, tu ne vas pas directement toquer à la porte de Total, tu vas plutôt aller voir ton banquier. Et puis les investisseurs, ça peut être des particuliers, des institutions, par exemple un État, et aussi une entreprise ou bien un organisme de gestion collective, par exemple un fonds de gestion d'assurance vie. Point suivant, le marché des actions. Sur le marché des actions, les actions sont classées en fonction de la valeur de l'entreprise. Par exemple, sur Eurolist, tu as 3 compartiments. Le compartiment A pour les grandes valeurs, donc qui ont une capitalisation, donc une valeur de l'entreprise supérieure à 1 milliard. Le compartiment B pour les moyennes valeurs, entre 150 millions et 1 milliard. Et le compartiment C pour les petites valeurs, c'est-à-dire moins de 150 millions. Donc exemple, si tu possèdes une action d'une grande entreprise, comme Total, là on en parlait, là ça va être du compartiment A. Sur ce marché, chaque opérateur, donc chaque personne qui entre sur le marché, propose d'acheter ou de vendre à un certain prix. L'équilibre se trouve quand l'offre satisfait la demande. Par exemple, si tu veux vendre ton action 100 €, tu proposes 100 € et t'attends qu'un acheteur soit d'accord pour te l'acheter. 100 € du coup. Si personne ne veut te l'acheter, tu vas peut-être te décider à la proposer à 90 €. Et puis, s'il n'y a personne, à la mettre à 80, etc. Jusqu'à ce qu'il y ait qu'un acheteur qui soit prêt à payer le prix que tu annonces. La fixation du prix de l'action, donc on appelle ça la cotation. Il y a 2 types de cotation, au fixing et en continu. La cotation au fixing, c'est quand le prix est déterminé à des moments précis de la journée, et la cotation en continu, c'est quand le prix varie tout le temps en fonction de l'offre et de la demande, c'est-à-dire pas juste à des moments précis de la journée. Point suivant, les caractéristiques des actions. Le cours d'une action, c'est-à-dire son prix à un instant donné, c'est le résultat de l'offre et de la demande. Par exemple, si beaucoup de gens veulent acheter une action, son prix va monter. En clair, c'est le principe des enchères. Le Price Earning Ratio, c'est le rapport entre le cours de l'action et le bénéfice net par action attendu pour l'année. En clair, c'est ce qu'on s'attend à ce qu'elle te rapporte.
Si le pair est élevé, l'action elle est surcotée et il vaut mieux la vendre. Si le pair est faible, l'action elle est sous-cotée et c'est peut-être le moment de l'acheter. En clair, si une action elle a un pair de 100 euros, on s'attend à ce qu'elle te rapporte 100 euros. Si elle est cotée 150 euros sur le marché, elle est surcotée parce que ça veut dire que les gens sont prêts à payer 150 euros pour quelque chose qui t'en rapporte 100. La volatilité, ça mesure la variation de cours d'une action, donc sa variation de prix. Plus c'est volatile, plus ça bouge, à la hausse comme à la baisse. Et le rendement annuel brut, c'est le dividende divisé par le cours de l'action avant impôt. Bon, en clair, ça te donne une idée de ce que tu gagneras en dividende chaque année. Si le cours de l'action il vaut 100 et qu'elle te donne 5 euros de dividende, eh ben, elle a un ratio de 5 divisé par 100, ça veut dire 0,05. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout. Tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que t'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision, ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Point suivant, le marché des obligations. Quand tu fais un emprunt obligataire, tu mets en vente des obligations sur le marché financier, comme tu pourrais le faire avec des actions. La différence, c'est que les actions, ça te donne un bout de la société, alors que les obligations, ça te donne un bout d'un emprunt. Le fonctionnement, c'est le suivant. La société a besoin de 1000 euros. Elle est prête à emprunter cet argent contre un taux d'intérêt de 1% et à rembourser son prêt dans 5 ans. Cette société, elle va vendre 10 actions à un prix de 100 euros et du coup elle récolte les 1000 euros dont elle a besoin. Et toi, tu as acheté une obligation, tu es donc un créancier obligataire. Tous les ans, tu reçois 1 euro de la part de la société grâce à ton obligation. On appelle ça un coupon. Et puis au bout de 5 ans, tu redonnes ton obligation à la société qui te rend tes 100 euros. Une obligation, elle a une valeur nominale, c'est-à-dire une valeur par défaut. C'est sur cette base que tu calcules les intérêts selon le taux nominal qui est inscrit dans le contrat d'émission. Elle a aussi un prix d'émission et de remboursement, c'est-à-dire la valeur à laquelle la société va te rembourser ton obligation. Parce que la société n'est pas obligée de te rembourser l'obligation à la valeur nominale, c'est pas imposé par la loi. Une obligation, comme une action, ça peut se revendre sur le marché secondaire. En clair, tu peux revendre ton obligation et encaisser de l'argent tout de suite. Et l'acheteur, du coup, c'est lui qui recevra les coupons et le remboursement de l'obligation par la société qui a émis l'obligation au départ. Dans ce cas-là, il faut estimer la valeur de l'obligation, c'est-à-dire son prix sur le marché secondaire. Alors, mathématiquement, ce prix, il équivaut à la valeur actualisée des flux futurs au taux du marché des obligations similaires. En clair, l'obligation doit valoir ce qu'elle te rapporte. Si une obligation te donne 5 euros tous les ans pendant 4 ans, puis qu'elle t'ait remboursé 100 euros, alors elle doit valoir 120 euros. Mais après, il faut actualiser ces 5 euros et ces 100 euros de remboursement. C'est-à-dire que comme on l'a vu dans le chapitre 2, 5 euros dans un an, ça vaut pas 5 euros de maintenant. Et 5 euros dans 2 ans, encore moins. Alors la formule, elle est la suivante. Où P, c'est le prix de l'obligation, C, c'est le coupon, R, le taux de rendement exigé par le marché ou le taux d'actualisation. T, c'est le nombre de périodes jusqu'à la fin du contrat. M, c'est la valeur de remboursement de l'obligation. Et N, c'est le nombre total de périodes jusqu'à maturité. Bon, généralement, c'est le même nombre de périodes que jusqu'à la fin du contrat. Alors,
Dans cette formule, la première partie représente l'actualisation des coupons et la seconde partie représente l'actualisation du remboursement de l'obligation. Prenons notre exemple de l'obligation qui te donne 5 € pendant 4 ans et qui t'est remboursé 100 € à la fin. Et disons que le taux d'actualisation c'est de 2%. Eh bien on commence par actualiser les coupons des obligations. Les 5 € de l'année 1 sont actualisés pour te donner 4,90 €, les 5 € de l'année 2 sont actualisés pour te donner 4,81 €, etc., etc., ce qui te fait un total de 19,33 €. Donc, la somme des coupons de 5 € que tu vas toucher une fois par an pendant 4 ans, ça équivaut à 19,33 € d'aujourd'hui. Maintenant, on actualise le remboursement de l'obligation. Et là, on arrive à 92,31 €. Donc, les 100 € que tu vas recevoir dans 4 ans équivalent à 92,31 € d'aujourd'hui. Donc, au total, ton obligation, elle vaut 111,64 € d'aujourd'hui. Donc tu devrais la payer ce prix-là sur le marché secondaire. Bon, évidemment, tu la payeras ce prix-là si toi et le vendeur vous êtes parfaitement rationnels. Mais imagine que le vendeur soit attaché à cette obligation. Par exemple parce qu'il adore l'entreprise qu'il a émise. Il ne sera pas prêt à la vendre pour moins de 150 € par exemple. Alors que mathématiquement, elle ne vaut pas ce prix-là. Donc c'est irrationnel. Et puis pareil pour toi, imagine que tu adores l'entreprise qui émet cette obligation et que tu veux absolument l'avoir. Eh bien tu seras prêt à la payer plus cher que ce qu'elle vaut vraiment. Enfin, le TRAB, pour taux de rendement actuariel brut, c'est le taux d'actualisation, ou le taux de rendement exigé par le marché, c'est la même chose, pour lequel la valeur actualisée de l'obligation vaut son prix d'achat. C'est-à-dire que dans notre exemple, l'obligation vaut 111,64 € si on prend un taux d'actualisation de 2 €. Eh bien, si le prix de l'obligation affiché sur le marché, c'est 111,64 €, alors son prix d'achat correspond à sa valeur actualisée et du coup 2%, eh bien c'est son TRAB. Sur le marché des obligations, les obligations sont cotées en pourcentage du nominal, au comptant et au pied du coupon, c'est-à-dire que les intérêts courus depuis le dernier versement ne sont pas comptés. Bon, en clair, disons que ton obligation, elle vaut 111,64 € et qu'elle a une valeur nominale de 100 €. Eh bien, on va dire qu'elle cote à 111,64%. Point suivant, les différentes formes d'obligations. En plus des obligations classiques qui te versent un coupon tous les ans, il existe des obligations à coupon unique qui ne versent pas de coupon annuellement, mais en une seule fois à l'échéance, c'est-à-dire au moment de te rembourser l'obligation. Et il y a aussi des obligations à coupon zéro. Eux, c'est encore plus simple, il n'y a pas de coupon. Et pour compenser ça, on te la rembourse plus cher que ce que tu as payé. En clair, si tu payes 100 € une obligation, elle ne te rapporte rien, mais au bout de 4 ans, quand elle t'est remboursée, eh bien on te rend 120 €. Point suivant, l'efficience informationnelle des marchés. L'efficience, c'est quand les prix du marché correspondent à la valeur réelle des biens. En résumé, c'est quand les gens ils sont prêts à payer le juste prix des choses, pas plus, pas moins. C'est un comportement parfaitement rationnel. Par exemple, tu as une pâtisserie cotée en bourse. Sa valeur de marché, donc le prix en bourse de toutes ses actions, est définie selon l'offre, ceux qui veulent vendre tes actions, et la demande, ceux qui veulent acheter tes actions. La théorie de l'efficience du marché, elle dit que les vendeurs et les acheteurs connaissent la valeur exacte de ta pâtisserie. Par exemple, disons qu'elle est d'1 million d'euros, la valeur de ta pâtisserie. Eh bien, les vendeurs, ils ne vendront pas en dessous d'1 million. Et les acheteurs, ils n'achèteront pas au-dessus d'1 million. Donc, la valeur de marché de ta pâtisserie est exactement d'1 million d'euros. Un acheteur voudrait-il de ta société pour 1,5 million ? Jamais de la vie, pourquoi est-ce qu'il paierait plus cher que ce que ça vaut ? Ça serait pas rationnel. L'efficience des marchés, elle se fonde sur 3 principes. Les acteurs, acheteurs et vendeurs, sont rationnels. Toutes les informations nécessaires sont disponibles. Donc par exemple, tous les acheteurs et tous les vendeurs savent exactement les mêmes choses sur ta pâtisserie. Et le prix s'équilibre en permanence. Par exemple,
si la valeur de marché de ta société, elle descend à 990 000 euros, les acheteurs vont immédiatement se précipiter dessus, si bien que le prix va remonter immédiatement à 1 million d'euros. Point suivant, les 3 niveaux d'efficience des marchés. Il y a 3 niveaux d'efficience des marchés. L'efficience faible, où le cours passé ne donne pas d'indication sur l'évolution du marché. En clair, on ne peut pas se baser sur le passé pour anticiper l'avenir. Par exemple, ça n'est pas parce que le cours de ta pâtisserie a grimpé de 50 euros hier qu'il va forcément grimper de 50 euros aujourd'hui. L'efficience semi-forte, où le cours passé donne des indications sur l'évolution du marché et tous les acteurs disposent des informations publiques. En résumé, on peut se baser sur le passé pour anticiper l'avenir, mais ce n'est pas garanti à 100%. Pour les aider dans leur décision d'acheter ou de vendre, les acteurs vont se baser sur les informations publiques de l'entreprise. Et puis, l'efficience forte, où le cours passé donne des indications sur l'évolution du marché et tous les acteurs disposent des informations publiques et privées. En résumé, on peut se baser sur le passé pour anticiper l'avenir, mais ce n'est pas garanti à 100%. Pour les aider dans leur décision d'acheter ou de vendre, les acteurs se basent sur les informations publiques de l'entreprise, mais aussi sur ces informations privées. Par exemple, un gros contrat qui va bientôt être signé. Bon, du coup, autant dire qu'il n'y a pas d'information secrète. Le fait qu'il puisse y avoir une information publique et une information privée, ça conduit à créer une asymétrie d'information. L'asymétrie d'information, c'est quand un acteur n'a pas les mêmes informations qu'un autre. Or, en bourse, l'information, ça vaut cher. Par exemple, si tu sais avant les autres que les voitures électriques vont devenir obligatoires aux États-Unis, tu peux anticiper avant les autres une augmentation de l'action Tesla. Dans les faits, les marchés, ils sont à efficience faible ou au mieux semi-forte. Mais la grande majorité des acteurs ne savent pas tout des entreprises. Elles gardent leur lot d'informations privées quand même. Point suivant, les critiques apportées au marché financier efficient. Alors même si en théorie, les marchés financiers efficients devraient refléter la valeur exacte des actions avec des acteurs totalement rationnels, on y retrouve quand même régulièrement 3 anomalies qui viennent perturber le cours. Bon, en résumé, même si tout devrait normalement bien se passer, il arrive régulièrement qu'une anomalie entraîne des variations irrationnelles du cours. Par exemple, l'effet de taille. En regardant le marché de plus près, on se rend compte que les sociétés de petite taille, elles ont des taux de rentabilité plus élevés que les grandes entreprises comparables. Normalement, si elles ont les mêmes caractéristiques, elles devraient avoir le même taux de rentabilité. L'effet de date. En regardant le marché de plus près, on se rend compte que les cours varient en fonction du jour, de l'heure, de la saison. Et puis les bulles spéculatives. Parfois le cours il s'emballe à la hausse ou à la baisse de manière irrationnelle. Alors on pourrait expliquer ces anomalies de différentes manières. Pour l'effet de taille, c'est parce que, quoi que disent les chiffres, c'est toujours plus risqué d'investir dans une petite entreprise que dans une grosse. Or, plus le risque est grand, plus le taux de rentabilité est grand. L'effet de date, ça c'est quand les dirigeants des entreprises, ils ont tendance à annoncer les mauvaises nouvelles le vendredi quand les marchés sont fermés et les bonnes nouvelles en début de semaine quand les marchés y réouvrent. Et puis aussi, les investisseurs, ils ont tendance à vendre en fin d'année pour récupérer du cash et payer leurs impôts et leurs cadeaux de Noël. Et puis pour les bulles spéculatives, parfois les acteurs deviennent irrationnels et comme tout le monde a tendance à faire la même chose, les prix s'enflamment à la hausse ou à la baisse. Au final, rien n'est sûr. Même avec toute la rationalité du monde et toutes les informations, on ne peut pas parfaitement prévoir le cours de l'action. Il existe bien sûr des méthodes de la science et des théories, mais on ne peut pas être sûr à 100% de ce que va faire le marché demain. Dans tous les cas, ce n'est pas parce que le marché est censé refléter parfaitement la vraie valeur d'une action qu'il ne faut pas scrupuleusement étudier le cours d'une action pour vérifier s'il n'y a pas une anomalie quelque part. Point suivant, le modèle de Grossman.
Alors Grossman, c'est un économiste qui a théorisé que les gens qui ont une information privée vont agir par anticipation sur le marché et donc donner une indication aux autres personnes. Du coup, il ne peut pas y avoir d'asymétrie d'information. Par exemple, si le président des États-Unis il t'a confié que les voitures électriques elles allaient devenir obligatoires dans la nation, donc tu as une information privée, eh bien tu vas acheter des actions Tesla parce que tu anticipes leur hausse. Te voyant faire, ton voisin comprend que quelque chose se prépare et il achète lui aussi des actions Tesla. En résumé, même si tu ne dis rien, les autres comprennent. L'information circule donc d'une manière ou d'une autre et ça ne sert à rien de savoir une information privée. Grossman il s'est allié avec Stiglitz, un autre économiste, pour théoriser que l'information n'est en fait pas si disponible que ça, même si en théorie elle l'est. Par exemple, si l'information elle est publiée dans le journal, elle est théoriquement totalement disponible. Mais en pratique, encore faut-il que tu achètes le journal et que tu le lises. Tout ça, il y a un coût en temps et en argent. Donc il y a une asymétrie d'information liée au coût de l'information. Surtout que, sachant ça, les non-initiés qui n'ont pas dépensé du temps ou de l'argent pour aller chercher l'information, c'est-à-dire aller prendre, acheter et lire le journal, ils peuvent être découragés d'agir sur le marché, ce qui réduit le nombre d'acteurs sur le marché. Or, moins il y a d'acteurs, moins le marché est efficient. Point suivant, les bulles spéculatives. Les bulles spéculatives, c'est une augmentation excessive d'un cours, donc le prix, qui est créée par anticipation et par mimétisme. Par exemple, tu penses que l'action Tesla elle va augmenter. Du coup, tu cours en acheter. Ton voisin, te voyant faire, il s'empresse d'aller en acheter aussi. Le boucher qui assiste à la scène, il vous emboîte le pas. Et puis bientôt, c'est toute la ville qui va aller acheter des milliers d'actions Tesla, ce qui va faire flamber le prix, alors que Tesla, il n'a rien fait de particulier. Quand toi, tu te rends compte que l'action Tesla, elle est surévaluée, c'est-à-dire que l'action, elle coûte trop cher pour ce qu'elle vaut, ah bah tu vends toutes tes actions. Et par mimétisme, toute la ville fait pareil, et le cours de Tesla, il chute brutalement. On catégorise 3 sortes de bulles. Les bulles rationnelles, elles sont créées par mimétisme, donc comme dans l'exemple plus haut. Les bulles irrationnelles, elles sont créées par la symétrie d'information, c'est-à-dire que les gens savent ce que les autres ne savent pas. Tu as une information secrète concernant Tesla qui te pousse à en acheter en masse, donc comme dans l'exemple plus haut. Et les bulles irrationnelles qui sont créées par l'irrationalité. Par exemple, tout le monde achète des actions Tesla parce que son dirigeant il est charismatique. Alors sachant qu'une bulle, du coup, elle peut être à la fois informationnelle et irrationnelle.